Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos internautes? Merci déjà et merci pour votre disponibilité. C'est moi Zulu Diabanza, je suis le porte-parole international de l'organisation panafricaine Unité, Dignité, Courage UDC. Aussi aujourd'hui qui a repris l'identité de Yakankou, donc l'homme et la femme libre, populairement connus par le nom de Neg Maro. Okay. Vous allez en même temps présenter votre mouvement, votre plateforme. Notre organisation a vu ses jours en 2014, justement sur la place parisienne, parce que c'était une opportunité qui nous a été accordée, d'où nous nous sommes retrouvés, les fils et filles de la mère patrie et ceux de la diaspora autrefois déportés vers les Antilles, les Grands Caraïbes, sur la place parisienne. Donc il a été question de réfléchir, notamment vu les réalités actuelles, vu ce qui s'est passé, quel objectif il fallait prendre pour la libération de l'Afrique. Donc nous nous sommes réunis pour mettre en place cette plateforme panafricaine qui est non exclusive et qui, je dirais, rassemble autour beaucoup de personnalités, mais aussi des associations et des organisations qui, dans un but commun de toujours redorer les blasons ternis de notre histoire et de notre dignité bafouée depuis des siècles. Donc nous avions fait nos premiers pas sur la place parisienne et progressivement, nous avions essayé de nous étendre, bien évidemment, dans notre mère patrie, l'Afrique, avec des représentations d'ici et là. Et c'est le travail dans lequel nous sommes depuis, je dirais, quasiment 1 année et 6 mois que nous avions lancé cette démarche pour essayer maintenant de permettre à ces mouvements d'être, si j'ose dire, bercés, mais aussi s'enraciner ici en Afrique, dans notre mère patrie. Okay. Avant d'aller plus loin, comme vous êtes en Côte d'Ivoire, je vais profiter pour vous demander votre avis sur l'un des sujets brûlants de l'actualité ivoirienne, qui est la reprise du procès du président Laurent Gbagbo du ministre Charles Blé Goudé. Vous, en tant que panafricaniste, comment vous voyez ce procès? D'abord, pour nous, c'est un moment, à chaque fois que ces procès répondent, c'est un moment de honte et d'humiliation. D'humiliation parce que toute la jeunesse africaine et l'Afrique tout entière est restée bras croisés, regardant ces procès comme si c'était une procès, je dirais, dans le norme, et un procès, disons, dans le norme et un procès normal. Et nous avions, si j'ose dire, nous sommes restés en amont, je dirais, inactifs, parce qu'on n'aurait pas dû permettre la tenue de ces procès, parce que tout le monde le sait, c'est une forme de mascarade. Rappelez-vous encore, si je remonte les cordons ombilical du temps, le roi Dahomey du Béhanzin a été déporté de la même sorte que le camarade président Gbagbo Laurent a été déporté. Donc le geôle de l'impérialisme occidental a choisi spécifiquement de taper et de dénigrer encore l'homme sorti d'Afrique. Lorsque l'histoire sera racontée à nos enfants qui viendront, on dira de la CPI, on dira que le premier criminel de l'humanité, jugé par une cour internationale, c'était un homme noir. Donc je pense que c'était M. Louaka, ou si je ne m'abuse, de la République démocratique du Congo, oui, qui a été présenté comme le premier criminel de l'humanité. Et ensuite, s'en est suivi des présidents africains et des hommes d'État africains. Donc vous imaginez, vous voyez toujours que cette façon ô combien ignoble de l'Occident de traiter l'homme noir partout où il se trouve. Donc ce procès pour nous, qu'à cela ne tienne, c'est un procès, un moment de vérité. Parce que depuis que cette situation malheureuse est arrivée, le président Gbagbo Laurent lui-même n'a pas manqué à lui dire qu'il est en mission. Comme d'ailleurs le dit son ministre Blé Goudé, qu'il est en mission. Et nous lui avons justement accordé ses feux verts pour qu'il fasse triompher la voix de la vérité devant la face du monde. Et que tout le monde aujourd'hui comprenne les élans, je dirais impérialistes et néocolonialistes disons, de la France, la France n'a toujours pas été guérie de cette maladie, de ces cancers qui, au premier regard, paraissent aujourd'hui, je dirais, chroniques pour la nation française. Donc c'est un moment pour nous d'accompagner tous ces déportés et prisonniers d'opinion, ceux qui ont choisi de permettre à l'Afrique d'avancer, de les accompagner en ces moments de vérité. Parce que c'est ça l'enjeu de ces procès, c'est que la vérité éclate, que le monde entier découvre, comme le monde entier d'ailleurs a découvert avec l'histoire de la première dame, Madame Eve Babou. Vous pensez que la vérité peut éclater quand on sait que la CPI est une juridiction politique? Tout à fait, parce que le bras juridique de l'impérialisme occidental ne sera pas exempt du bras militaire, du bras médiatique,
Parce que malgré l'armada et toute la puissance médiatique de l'Occident, la vérité a fini par triompher. Nous avions réussi, nous tous, toute l'Afrique et aussi en particulier la résistance panafricaine ivoirienne, à redorer les blasons ternis de ces trios de la lutte pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire et par ricochet la souveraineté de toute l'Afrique. Nous avions réussi à travers des dénonciations, des mobilisations, des actions de grande envergure, essayer de redorer leur blason et leur image qui a été ternie. Donc si le bras médiatique de l'Occident a échoué, il est évident que le bras armé de l'Occident a échoué parce qu'il fallait soumettre la Côte d'Ivoire sur une emprise militaire, militariser la société ivoirienne. Mais nous avons vu que bien que Gbagbo Laurent ait été mis en difficulté, la jeunesse ivoirienne est restée debout. Et cette jeunesse ivoirienne, en restant debout, a justement fait éclater devant la face du monde, je dirais, la monstruosité de l'armée française. Rappelez-vous encore des événements malheureux de l'hôtel Ivoire et du pont Houphouët-Boigny qui a choqué plus d'un. Donc il est évident aussi que le bras juridique de l'impérialisme occidental sera brisé parce qu'on voit aujourd'hui le cas par exemple ici récent de celui qui vient d'être libéré, Jean-Pierre Bemba. On voit comment est-ce que la CPI a été incapable. Vous avez volé 10 ans de vie à une personne et aujourd'hui incapable d'éprouver, d'affirmer quoi que ce soit. Et je pense que c'est ça qu'il en est pour le procès du camarade président Gbagbo Laurent. Okay. D'accord, donc votre plateforme existe depuis 2014. Est-ce que vous pouvez nous faire un bref bilan des activités terrain que vous avez eu à mener? Nous avions, depuis un moment déjà, notre organisation est une organisation, un mouvement de réflexion et d'action. Il n'y a pas d'action sans réflexion. En premier, nous avions réfléchi. Notre premier travail et le premier acte que nous avions posé était de la réflexion. Et cette réflexion, si j'ose dire, nous a permis de comprendre que notre réflexion nous a permis de comprendre qu'il fallait engager, si j'ose dire, il fallait engager une lutte permettant à l'Afrique de redorer les blasons ternis de son histoire, mais aussi d'emprunter le chemin du développement et du progrès. Alors c'est alors que nous avions décidé, après cette réflexion, d'agir, je dirais, dans le porte, hein, comme l'a si bien qualifié la première dame, dans le ventre du monstre, d'où nous étions sur l'espace parisien. Et c'est alors que nous avions attaqué les piliers de la maison coloniale, donc qui s'est résumé par le départ des armées françaises de l'Afrique et la fin de la monnaie coloniale du franc CFA. Donc nos premières actions sont allées dans ce sens. D'abord, nous avions commencé des actions, je parle des actions populaires. Nous sommes allés à Chamalières, d'où se trouve l'unité même de production de la monnaie coloniale du franc CFA, d'où nous avions posé le premier acte. Et ces premiers actes qui étaient pour nous, ces jours-là, nous avions brûlé toutes les coupures, je dirais, de la monnaie coloniale du franc CFA. Et l'objectif était d'allumer cette conscience, je dirais, universelle et panafricaine, permettant à chaque jeune Africain, partout où il se trouve, d'avoir conscience de la lutte que nous menons pour notre souveraineté monétaire. Et ensuite, il y a eu la marche du 8 mai 2015 pour exiger le départ de l'armée française de notre mère patrie, l'Afrique, et la fermeture de toutes les bases militaires. Ce qui a été fait, ce sont ces deux actions et ces deux piliers qui nous ont permis notamment de marquer notre signature sur, je dirais, l'échiquier panafricain et de commencer, même, je dirais, de donner une directive à la lutte panafricaine qui, depuis un moment somnolé, était devenue une lutte d'où l'on voyait le panafricanisme comme, je dirais, une histoire datant, comme une religion, comme une philosophie inactive. Et nous avions, à notre manière, apporté cette pierre dans la lutte pour la libération, dans cet édifice que nous construisons pour la liberté de notre mère patrie, l'Afrique. Il y a eu notamment aussi des actions coup de poing, dont nommément je citerai l'action d'où nous avions visité les locaux de l'UMP à l'époque de Nicolas Sarkozy, et c'est ce qui a même poussé ces partis à changer des locaux. Lorsque nous avions envahi les locaux de l'UMP, d'où le bureau politique s'est réunissait ces jours-là, et c'est ce qui a permis même à ces moments, de la manière dont nous avions mis à nu tout ce qui s'est passé dans ces locaux, parce que n'oubliez pas que la cellule politique d'où a été réfléchie la déstabilisation de la Côte d'Ivoire, c'est bien l'UMP. Et c'était sous ces bâtiments-là. Donc il a fallu donner une réponse à cet acte. Et deuxièmement, il y a eu une action que nous avions menée en 2014. Si je ne m'abuse, c'était en 2014-2015, si la mémoire ne me trahit pas. C'était le 9 octobre. C'était en rapport au 10e anniversaire, si j'ose dire, de l'assassinat qui a eu lieu à l'hôtel Ivoire, devant l'hôtel Ivoire, d'où les femmes à main nue et les enfants ont été sauvagement et cruellement abattus par l'armée coloniale et criminelle de la France.
nous avions décidé ces jours-là de ne pas emprunter les rues de Paris. Nous sommes allés notamment dans un site militaire, là où se trouve le tombeau de Napoléon Bonaparte. Parce que la lecture politique de notre engagement s'inscrit dans la continuité de l'acte ô combien ignoble et de la décision combien ignoble posée par Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte disait que ce n'est pas parce que le nègre n'est pas intelligent, ce n'est pas parce que le nègre est inculte que je fais ça. Tout ce que je suis en train de faire, c'est pour stopper la marche de l'homme noir vers l'avant ici sur Terre. Donc cet acte-là était pour nous un acte qui a stoppé, si j'ose dire, la marche du peuple africain et du peuple ivoirien vers la souveraineté totale. Donc il était question pour nous, pour aussi interpeller Fatou Bensouda, de venir trouver le lieu où se trouvaient les armes du crime. Parce que lorsqu'on accuse dans la justice moderne, il faut de preuves et les armes du crime. Or, les armes du crime pour nous, c'était dans ce musée-là, parce que c'est là qu'on vient déposer toutes les armes qui ont servi à l'armée française de massacrer, de tuer et d'endeuiller de familles et de peuples. Voilà ces actions qui ont fait, d'ailleurs, qu'aujourd'hui j'ai fait l'objet d'une expulsion du territoire français, d'où le gouvernement français a qualifié, en résumé ça, aux atteintes atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État français, justement pour ces actions phares que je vous ai citées, populaires, et ces deux actions coup de poing. D'accord. Est-ce que les Africains, en général, sont réceptifs à vos messages? Est-ce que vous n'avez pas l'impression de prêcher dans le désert? On vous a expulsé du territoire français justement pour la dignité de l'homme noir, mais est-ce que vos frères africains vous portent dans le cœur? Est-ce qu'ils attendent très souvent ce que vous dites? Oui, je pense que c'est la seule motivation. C'est la seule motivation qui nous permet encore de tenir debout. C'est le retour de tout le peuple africain. Parce que partout où nous passons et partout où nous sommes, le peuple africain ne manque de manifester son adhésion. Le peuple africain ne manque de manifester sa reconnaissance ou, je dirais, même son estime dans ces combats ô combien nobles que nous menons. Et n'eût été la détermination de nos camarades et de nos frères qui, d'une manière ou d'une autre, certains ont compris, lorsque nous étions mis à difficulté sur l'espace européen, il y a certains de nos camarades qui ont repris les flambeaux, qui ont continué des mobilisations sur ces mêmes questions de l'armée française, du CFA et consorts. Il y a beaucoup de nos frères, je pense que vous ne pouvez que faire le constat, même sous la toile, combien est-ce que la jeunesse africaine aujourd'hui a repris les flambeaux de la lutte pour la dignité et la liberté de notre peuple et la libération de notre mère patrie, l'Afrique. Ce qui démontre que, au début, c'était bien évidemment difficile, parce qu'il fallait des pionniers, il fallait de ceux qui étaient prêts à subir ou à recevoir tout le coup pour permettre à la lutte d'avancer. Et c'est ce qui s'est passé. Donc je pense qu'il y a une compréhension massive et il y a une prise de conscience, comme j'ai l'habitude de le dire, une prise de conscience massive de la jeunesse africaine et, je précise, même de la jeunesse africaine de la diaspora déportée d'ici et là, qui aujourd'hui, d'une manière générale, a compris les enjeux de ces combats que nous menons. Et leur soutien, et leur mobilisation, leur intérêt et leur adhésion a fait en sorte que l'ennemi qui est en face a reculé. Vous voyez, l'expulsion a été décidée, la justice française s'est prononcée, mais le gouvernement, notamment de François Hollande, à l'époque, a été dans l'incapacité jusque-là, avec son ministre de l'Intérieur et son Premier ministre, si j'ose dire, de mettre en pratique la décision de la justice, c'est-à-dire de signer un arrêté exigeant une expulsion manu militari de la France. À un moment donné, ils ont essayé de passer chez moi plus d'une fois, mais la forte mobilisation de toute la jeunesse panafricaine a fait reculer ces pressions. D'accord. Si vous pensez que vous avez été compris, que vos messages ont été reçus en Afrique, comment expliquez-vous que depuis plus de 2 ans que les lignes n'aient pas bougé au niveau de la présence de l'armée française? Voilà, les troupes françaises sont encore dans tous les pays francophones et la monnaie, le CFA est encore d'actualité. Comment vous expliquez-vous? Au lendemain de notre manifestation du 31 octobre 2015, juste au lendemain, les voix s'étaient levées. Les voix se sont levées parce qu'il y a d'ailleurs eu une proposition sur la table de l'Union africaine de déplacer l'unité de production de la monnaie coloniale du franc CFA. Parce que ceux qui ont choisi de pouvoir voler la richesse du peuple africain pensaient que d'aller placer l'unité de production au cœur de la France. Parce que quand vous entrez à Paris pour aller à Chamalières, c'est loin. C'est 4 heures, 5 heures. Ils sont allés le cacher dans ces villages-là, justement avec la bénédiction du président, l'ex-président français en son temps, Valéry Giscard d'Estaing, parce que c'était la ville où il était maire. Nous sommes allés là-bas, et au lendemain, les voix se sont levées, et directement l'ennemi a proposé à ce que l'unité de production soit déplacée. Parce que je vous rappelle que juste l'achat des timbres pour la fabrication de la monnaie coloniale du franc CFA a coûté à l'année 2016, je prends les chiffres de la BCEAO,
416 millions d'euros aux contribuables africains. Donc vous imaginez que si l'unité de production pour, dans un premier temps, s'est déplacée ici en Afrique, on ne payera plus ces taxes et on créera de l'emploi ici. Une première démarche. De deux, la question du franc CFA était une question taboue. Nous, dans notre stratégie, nous avions décidé de sortir la question du franc CFA des amphithéâtres, des salles, et d'éviter à ce que les technocrates, les techniciens et les théoriciens s'approprient la question du franc CFA. La raison pour laquelle nous avions initié cette mobilisation populaire. Et du début de là est parti l'ensemble des mobilisations populaires qui aujourd'hui a fait que la question du franc CFA n'est pas une question, n'est plus, si j'ose dire, une question taboue. C'est-à-dire les lignes ont bougé parce que la jeunesse panafricaine et la jeunesse africaine a repris le combat contre la monnaie coloniale du franc CFA. Ce qui, dans les décennies passées, était quasiment impossible. Raison pour laquelle l'isolement du président Sylvanus Olympio l'a conduit à la mort sur cette question. L'isolement du président Modibo Keïta l'a conduit à la mort sur cette question. Donc on a vu, quand le président Gbagbo Laurent a repris à main cette question, il a fallu 10 jours. Il restait 10 jours, si vous vous rappelez, pour que la Côte d'Ivoire, qui détient la masse monétaire la plus importante de la monnaie coloniale du franc CFA, sorte de la zone franc. Il restait 10 jours. C'est alors que l'armée française est rentrée dans une vitesse supérieure. Les bombes ont pleuviné dans la résidence présidentielle, ici en Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez qu'il y a eu, si j'ose dire, les lignes ont bougé. Quand il s'agit de la question de l'armée française, la première dame m'a résumé cet enjeu ô combien important sur la fermeture des bases militaires françaises. Elle m'a dit ceci: la lutte pour le départ des armées françaises et des armées étrangères en Afrique n'est pas simplement une lutte physique, elle est aussi spirituelle. Parce qu'on s'en rend compte qu'après, derrière l'armée française, il y a d'autres entités. Donc nous sommes en train d'évoluer. Rappelez-vous que quand on avait commencé cette lutte, tous mes camarades panafricains m'écoutent en ce moment et ils savent de quoi je parle. Beaucoup nous ont dit ceci: ici en France, vous pouvez tout faire, sauf attaquer l'armée française. Regardez, ils nous ont fait l'illustration de la classe politique française. Toute la classe politique française, de tous bords confondus, condamne parfois certaines gestions de la politique française, mais quand il s'agit de la position de l'armée française, ils sont unanimement d'accord. L'exemple le plus proche, lors de la présidentielle française, il y a eu un débat de 11 candidats. Tous les 11 candidats, certains critiquaient la politique française, certains critiquaient « vous pillez l'Afrique », mais quand il s'agissait de l'armée française, ils s'en félicitaient tous de la position qu'occupe l'armée française sur l'espace de la planète Terre. Donc, aujourd'hui, les lignes ont bougé. On a posé les débats. En France, il n'y a aucun homme politique ou aucune femme politique française, quand il passe devant le média, qui échappe à cette question. Donc les journalistes ont pris le courage de poser cette question. Vous voyez, on nous disait personnellement en moi que j'allais mourir, le fait d'avoir engagé ces combats contre l'armée française. On me disait que nous n'avons pas une armée. Comment allons-nous combattre l'armée française? Nous avions démontré devant la face du monde que la détermination de notre peuple aura raison de ces armées. Et depuis lors, nous ne sommes pas morts, nous continuons. Déjà, il y a ça. Il y a cette dimension que nous avions traversée. Nous sommes entrés dans la conscientisation, dans la mobilisation. Et à un moment donné viendra, si j'ose dire, l'utilisation de toutes ces énergies, de notre force pour contrecarrer la présence de ces armées et pousser l'armée française hors de nos frontières. Donc, le débat est placé. Aujourd'hui, vous êtes au courant de ça, que les présidents africains, ce sont des questions qu'on ne les posait pas il y a 2 décennies passées. Aujourd'hui, partout où ils passent, on leur pose toujours la question sur le franc CFA, sur l'armée française. Et la jeunesse africaine a brisé la peur sur ces questions. Donc on est en train d'avancer, nous sommes en train d'avancer et nous continuons. Raison pour laquelle même ici en Afrique, nous continuons de sensibiliser, de conscientiser, de mobiliser sur cette question cruciale pour nous. Parce que les départs de l'armée française, dans notre manifeste, c'est le point numéro 1. Les départs de l'armée française, je vous assure qu'au lendemain du départ de l'armée française, l'Afrique prendra un chemin paisiblement vers la libération et vers le progrès. Parce que ce sont ces armées-là qui, vous le savez, sont en train d'assassiner la démocratie ici, d'assassiner les instances, d'assassiner les démocrates, d'assassiner les institutions démocratiques, même aussi d'empêcher les États africains d'exercer leur souveraineté et la liberté de choix de nos orientations, si j'ose dire, économiques et de nos options financières. Ouais, c'est vrai qu'il est facile de blâmer l'armée française, mais en Afrique, les Africains ne font pas de l'industrialisation leur cheval de bataille. Est-ce que le départ de l'armée française va régler nécessairement toutes les questions, tous les défis auxquels sont confrontés le continent africain?
Tout à fait. Lorsque nous prenons, si j'ose dire, les causes endogènes de la déstabilisation, des déstabilisations permanentes des pays africains, vous remarquerez que dans les causes endogènes, il y a des conflits qu'on appelle des conflits ethniques, des conflits tribaux, des conflits confessionnels. Or, vous remarquerez que tous ces conflits sont alimentés par l'armée française et les armées étrangères, donc c'est-à-dire leurs services de renseignement, leurs mécanismes, leurs infiltrés qui sont ici, qui alimentent toutes ces questions. Rappelez-vous que l'ensemble de ces armées étrangères, lorsqu'il a fallu diviser l'Inde indépendante, l'Inde était dirigée paisiblement sans problème, sous la coupole britannique. Mais lorsqu'il a fallu maintenant, lorsqu'il est revenu aux fils et filles dignes de cette nation de prendre la destinée de leur nation en main, nous avions vu la division entre l'Inde et le Pakistan, notamment sur des questions de conflits confessionnels. Rappelez-vous encore que le Sénégal, le Mali, étaient un même État lorsque la France était là. Mais lorsqu'il s'est agi de revenir le droit au peuple africain de prendre la destinée de leur nation en main, nous avions vu la division qui a commencé. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a joué sur ça. Le cas de la Centrafrique, le cas du Congo, partout. On voit que même dans les causes, je disais, endogènes d'abord. C'est-à-dire que l'armée française a réussi à recruter ce qu'on appelle des recrues de son armée, comme par exemple Gnassingbé Yadema qui a appuyé sur la gâchette pour éliminer le président Sylvanus Olympio, comme par exemple Blaise Compaoré qui était une recrue de l'armée française qui a appuyé sur la gâchette pour éliminer les regrettés Thomas Sankara. Donc on voit aisément dans les conséquences ou les causes endogènes, il y a leur présence. Dans les causes exogènes, on voit aisément que les politiques défendues par l'armée française, parce que les présidents français s'alignent par rapport aux politiques tracées par l'armée française, notamment il y a les livres blancs. J'avais récemment les livres blancs du président Hollande qui plaçait la sécurité, je dis bien, la sécurité de la France et de l'Europe tout entière à partir du Mali, c'est-à-dire sur la ligne des Thessalie, la ligne, comment on appelle, la bande sahélo-sahélienne. C'est à partir de là qu'est installée la sécurité de la France. C'est ce qui a fait que l'opération Barkhane avait 3 dimensions. Une dimension sentinelle à partir de la France, une dimension, je dirais, Barkhane dans les lignes, notamment de la bande sahélo-sahélienne, et il y a une dimension aujourd'hui de l'opération qui se passe en Syrie. Et vous voyez, les chaos provoqués en Syrie poussent la plupart des citoyens de souche arabe de venir occuper le nord du Mali. Et ils vont se mélanger avec le Marocain, les Algériens, et la progression, comme on le voit au Soudan, aujourd'hui, l'expropriation des terres des populations souches noires autochtones. Vous voyez, tous ces conflits des choses, notamment même en Afrique du Sud, on l'a vu, c'est la cause principale, c'est la présence des armées étrangères, et particulièrement de l'armée française, parce que qui empêche les gouvernements qui portent les aspirations profondes de notre peuple d'aller de l'avant? C'est justement cette armée qui déstabilise à chaque moment. Le cas probant de la Côte d'Ivoire est une illustration parfaite, parce que beaucoup d'entre nous doutaient encore que la France avait toujours ses élans colonialistes. Mais nous avions vu le génie politique de Gbagbo Laurent a obligé la France de se déshabiller et de rentrer elle-même en action pour dire que vous allez partir, vous allez quitter le pouvoir. Et ce sont les bombes françaises qui ont pleuviné dans la résidence à Abidjan. Donc voilà aisément pour nous, le départ de l'armée française sera, si vous voulez, c'est la condition sine qua non pour la stabilité de notre mère patrie d'Afrique et la libération du peuple africain, mais aussi, si j'ose dire, le retour de la paix et de la sécurité dans l'ensemble de notre mère patrie l'Afrique. Je rappelle que vous êtes sur Obaja Média et nous recevons le porte-parole international de l'UDC, l'Unité Dignité Courage, M. Mwazoulou Diabanza. Voilà, et avec lui, nous faisons un tour d'horizon de ce qui constitue l'essentiel de l'actualité politique de cette organisation. Alors, depuis quelque temps, vous séjournez en Côte d'Ivoire. Pour nous savoir les raisons de votre présence en terre ivoirienne. Ma venue était d'abord spécifiquement à partir de Paris. Il a été décidé de venir à la maison. De venir à la maison parce que maman est sortie. Qui est cet enfant-là qui a appris que sa maman qui venait d'échapper de la mort, elle a totalement échappé à la mort, et cet enfant-là reste insensible et ne vient pas saluer sa maman. Je pense que c'est un acte d'indignité et d'impolitesse. Ma première raison, c'est une démarche de politesse et de courtoisie pour venir saluer maman. Saluer la première dame Simone Eivé Gbagbo. Vous voyez, nous sommes restés orphelins depuis la disparition combien tragique
de Maman Winnie Madikizela Mandela, cette figure de proue qui a supporté et incarné dès la première heure les aspirations profondes de notre peuple. Donc d'elle à Maman Simone, il y a eu des décennies d'écart. Donc c'était d'abord cette première démarche. Deuxièmement, il était question de venir voir nos camarades, notamment la résistance incarnée par le camarade Kwa Justin, l'une des figures de proue incontournables de cette lutte pour la libération de notre mère patrie d'Afrique et de la souveraineté de la Côte d'Ivoire, et la structure Afrique Ma Patrie, nos amis, nos frères avec qui nous avions essayé depuis un moment de transcender ces nationalités berlinoises héritées de la conférence de Berlin pour considérer l'Afrique, comme vous l'avez remarqué, toujours j'utilise cette formulation de notre mère patrie l'Afrique. Et cette plateforme Afrique Ma Patrie a pris la conscience depuis fort longtemps de cette dimension et de cette nécessité aujourd'hui de mettre en place le panafricanisme comme leitmotiv de la libération de notre mère patrie l'Afrique. Donc nous sommes venus pour ces raisons, pour essayer ensemble de discuter, de réfléchir sur les options à prendre et les stratégies à adopter pour permettre en priorité, en ce qui concernait avec la résistance du camarade Kwa Justin, pour mettre en premier, notamment avec le camarade Samba David aussi, en priorité la libération du président Gbagbo Laurent. Parce que nous ne pouvons accepter, notre génération à nous, de voir que pendant les razzias négrières, au moment où le roi Béhanzin a été déporté, voir nous, panafricains, ici, en sang et en chair, debout comme ça, que le président Gbagbo est humilié et que nous ne fassions rien. Donc il faut passer à la vitesse supérieure. Et bien évidemment, avoir avec l'ensemble des structures panafricaines le mécanisme qu'il y a à mettre en place pour qu'ensemble, nous puissions travailler de manière à ce que la Côte d'Ivoire, comme nous voulons le faire, soit aussi la capitale de la pacification de notre mère patrie l'Afrique. Donc toute l'Afrique se référera à la Côte d'Ivoire pour parler des questions de paix. Donc il faut que nous puissions travailler conséquemment ici sur le terrain, nous imprégner des réalités, raison pourquoi nous sommes venus, bien évidemment saluer toute la résistance et essayer aussi d'approcher la société civile, notamment nos camarades aussi de la FECI, avec qui nous avions pris les premiers contacts, d'où nous avions rencontré le numéro 1 lui-même. Donc essayer tous ensemble de pouvoir réfléchir sur ces questions, notamment panafricaines, et ces questions d'actualité politique ici, pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Voilà les raisons qui nous ont amenés ici en Côte d'Ivoire. Et pour finir sur ça, la Côte d'Ivoire est pour moi particulièrement ma patrie. Parce qu'il y a beaucoup ici qui sont ivoiriens de père et de mère. De père ou de mère. Ou de mère ou de père. Mais moi je suis devenu ivoirien par conviction. Parce que le sang qui coule dans mes veines, c'est le sang qui a coulé et qui coule dans le veine des Gbagbo Laurent. C'est le sang qui coule dans le veine des Eivé Simone Gbagbo, c'est le sang qui coule dans le veine de Charles Blé Goudé, c'est le sang qui coule dans le veine de tous ces résistants, de Kwa Justin et notamment de tous mes camarades, parce que ce sont des hommes et des femmes qui à un moment donné ont décidé de dire non. Et qui à un moment donné ont décidé de se plier aussi devant le vent de l'histoire. Voilà pourquoi nous sommes ici sur ces terres hospitalières de la Côte d'Ivoire. Après toutes ces concertations, est-ce qu'on peut avoir la primeur des prochaines actions? Nous sommes en train, avec les camarades, de mettre en place notamment une cellule, je dirais, de travail qui nous permettra dans les jours à venir, en prélude, parce que Ovajab, c'est toujours nos amis et on n'hésite pas de leur donner l'exclusivité quand il s'agit de questions aussi importantes. Donc il y aura dans les prochains jours la journée mondiale pour la pacification de l'Afrique, qui est la teneur et la clé du travail qu'on aura à battre ici. La journée mondiale pour la pacification de l'Afrique, parce que nous refusons cette fois-ci que les idées viennent des laboratoires de l'Organisation des Nations Unies pour installer des journées mondiales et des journées internationales. Ce sont les jeunes Africains qui sont en train de réfléchir, qui sont en train de travailler conséquemment pour qu'il y ait une journée mondiale pour la pacification de l'Afrique, la pacification de nos mœurs, la pacification de nos esprits, la pacification de nos sociétés civiles, la pacification de la classe politique africaine et panafricaine. Et nous sommes aussi en train de travailler, d'ailleurs ce sont les contacts qui ont été pris où nous cherchons, je pense que nous l'aurions, la bénédiction de la première dame sur une question panafricaine très spécifique. Vous aurez peut-être hors caméra les préludes de ces questions parce que la première dame ne s'est pas encore prononcée, donc on ne peut pas se permettre de nous prononcer à sa place. Donc nous sommes en train de travailler sur cette dynamique
pour essayer aussi d'implanter réellement la vision panafricaine au sein de la jeunesse ivoirienne, de la jeunesse africaine de la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire, comme vous le savez, l'aura dont jouit ces pays sur la scène politique internationale et panafricaine n'est pas négligeable. Et c'est à partir d'ici que nous avions estimé qu'il fallait défaire le nœud de certains points cruciaux, notamment, comme je disais, la Côte d'Ivoire détient la masse monétaire la plus importante de la monnaie coloniale du franc CFA. Et il y a ici une présence remarquée et visible, par exemple, de la 43e BIMA qui doit fermer ses portes d'ici peu. Donc voilà les raisons et les travaux que nous sommes en train de faire. Nous sommes convaincus et résolument déterminés que nous y arriverons. Et croyez-nous que ça sera quelque chose d'ici quelques... C'est pas loin, c'est pour là. La fermeture du 43e. La fermeture de la 43e BIMA et de toutes les bases militaires françaises ici, parce que c'est ici que ça va se jouer. Et nous sommes résolument déterminés et convaincus d'aller dans ce sens. Ok. Alors, avant de continuer, je vais prendre une question d'un internaute. Tout le temps que vous êtes entré, est-ce que ça a une signification particulière? La signification particulière, c'est de dire d'abord, il y a un esprit de consécration. Quand on voit les militaires, les corps habillés, on voit en eux une marque de consécration, qu'ils ont consacré leur vie pour défendre la patrie. Donc d'abord, le symbolisme, c'est que c'est une marque de consécration. J'ai consacré ma vie pour la cause de l'Afrique. J'ai consacré mon être, mon esprit et mon âme pour la libération de notre mère patrie, l'Afrique. Et de deux, c'est parce que nous appartenons à une armée panafricaine. Cette armée panafricaine, c'est l'armée, comme je disais, des pacificateurs de l'Afrique. Nous sommes une armée des pacificateurs, donc il faut par ça donner un signal, donner nos uniformes, qui nous sommes. C'est la raison pour laquelle nous avons opté, non seulement moi, la plupart des camarades, de nous mettre toujours en treillis pour marquer cet attachement à notre cause, qui nous porte de la libération de notre mère patrie l'Afrique, mais aussi de sa souveraineté. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez un appel à lancer à la jeunesse africaine? Mon appel va d'abord à la jeunesse africaine, panafricaine de la Côte d'Ivoire. Je voudrais leur dire, quand Patrice Lumumba est tombé, la jeunesse congolaise et le Congo tout entier s'est plié avec lui, et l'Afrique aussi. Mais quand Gbagbo Laurent a été mis à mal, la jeunesse ivoirienne est restée debout. Je voudrais d'abord dans cet appel leur lancer tous mes sincères félicitations et encouragements dans cette détermination dont ils ont fait montre. Je voudrais saluer par là aussi toute la jeunesse et toutes les couches de la société ivoirienne pour l'amour que vous portez non seulement pour la Côte d'Ivoire mais pour l'Afrique de manière générale. Et je voudrais vous dire que le premier péché que la jeunesse ivoirienne commettra, c'est celui d'avoir peur. Lorsqu'on commence à avoir peur, on permet à l'ennemi de continuer à faire ce qu'il est en train de faire. Mes chers amis, tenez-vous debout. Restez fermement, résolument convaincus dans cette lutte et dans cette voie que nous avions tous ensemble à emprunter. Et je voudrais vous dire que je serai en meeting, si tout va bien, je pense, c'est vendredi, au Sénat. Si tout va bien. Donc je vous invite toutes et tous d'être là présents parce que ça serait un message fort pour l'Afrique et ça serait un message, je dirais, à la hauteur des enjeux actuels et qui, je pense, les gens comprendront aisément quand nous disons unité, dignité, courage, qu'est-ce que cela signifie ces jours-là en ce moment-là. Et je voudrais vous adresser toutes mes salutations fraternelles et patriotiques et toute mon affection et vous remercier aussi pour le soutien que vous nous apportez et votre engagement dans ces combats. Je voudrais aussi, par là, parce que ça serait un péché pour moi de ne pas les faire, remercier particulièrement nos camarades de l'urgence panafricaniste représentés ici par le cher ami Tingefoué pour sa disponibilité. La disponibilité dont il a fait montre pour introduire mes pas, parce que c'est historique, c'est lui qui a introduit mes premiers pas ici sur la terre hospitalière de la Côte d'Ivoire. Bien évidemment, le camarade très connu populairement par le nom de Jaguar, les camarades Kado, qui est, si j'ose dire, la boussole qui m'oriente tout au long de mon séjour ici. Tous mes remerciements à Afrique ma patrie, tous mes remerciements à tous les camarades panafricains, tous mes remerciements à toute la famille ivoirienne et tous mes remerciements à la première dame pour sa disponibilité et cette opportunité, cet honneur qu'il nous a fait de nous recevoir dans son salon.
Merci. C'est ici que s'arrête notre entretien du jour. Vous pouvez le retrouver sur notre page Facebook Ovaja Media LLC. Restez connectés et à très bientôt.